Allez, James, je te laisse le relais. On passe sur les actus de la semaine. C'est parti. Allez, merci beaucoup, c'est parti. Bah écoutez, une semaine chargée, comment on n'en fait pas. Je vais commencer avec une petite info américaine qui est tombée la semaine dernière, qui continue. Mi-mars, Donald Trump, il a dégagé, il a viré la directrice de la NASA, Catherine Calvin. Donc limogeage en règle. Aussi exactement de directeur de la NSA, donc deuxième grosse agence de renseignement. C'est le renvoi de Timothy Hawk, donc à la tête du service d'écoute et de cyberespionnage américain. Donc important, encore une fois, dans la déclinaison des postes à responsabilité dans l'administration Trump. Il faudra suivre ça dans les prochaines semaines, mais ça en dit long qu'il n'y a pas de quartier. Et ça avance du côté républicain. Ouais, il fait le ménage, quoi. Tout à fait. Ce qu'on a pu voir rapidement, mais en tout cas, ça s'accentue encore. Ouais. Concernant le nucléaire iranien, beaucoup de tractations, beaucoup de gens en parlent, ça fait la une. Je recommande une très bonne vidéo sur YouTube de la chaîne Terra Bellum qui a une capacité de synthèse et de précision d'informations précises. Donc je recommande Terabellum, ok. Terra Bellum, tout à fait. Et justement qui explicite l'enjeu du nucléaire iranien et l'uranium enrichi. Actuellement, Trump, la Russie, la Chine sont vraiment en train de négocier avec l'Iran de manière officieuse ou officielle sur la reconduction de sanctions, de limites imposées au stock d'uranium de l'Iran, parce que derrière, il y a l'éventualité de déboucher sur une arme nucléaire pour l'Iran, ce que les principales puissances, y compris la Chine et la Russie, ne veulent pas. Elles l'ont publiquement affirmé. Voilà, donc actuellement, en fait, l'Iran a porté ses réserves d'uranium enrichi à 60%, ce qui est environ à plus de 270 kilos, si je ne me trompe pas. Mais le rapport de l'AIEA, donc c'est l'Agence internationale sur l'arme atomique, sur l'énergie atomique, les chiffres sont différents. Elle exprime environ moins de 200 kilos. Mais bon, encore une fois, tout est question de point de vue, puisque les centrifugeuses, il y en a plusieurs en Iran, suffirait, pour avoir une bombe nucléaire, il suffirait déjà d'avoir 25 kilos d'uranium s'il est enrichi à 90. Donc on voit qu'avec le temps, le pourcentage d'enrichissement s'approche. Pour l'uranium civil, ce qui est d'habitude la norme, c'est environ 3 à 5% d'uranium enrichi. Il faut se rendre compte quand même du progrès technologique et scientifique qui est entrepris. Et évidemment, ça s'inscrit dans une démarche plus large avec le retour de Donald Trump au pouvoir, la chute de Bachar al-Assad en Syrie, l'Iran qui a perdu en puissance avec son proxy du Hezbollah et les Houthis. Donc c'est un nouveau pari sur une pression occidentale grâce à l'arme nucléaire. Ça sera intéressant à suivre. Et sachant, parce que j'attache une importance à la règle de droit, il y a la résolution 2231 de l'ONU, les textes de droit international qui cadrent vraiment les règles et les accords internationaux, qui doit prendre fin, on va dire, dans la deuxième moitié de 2025. Donc ça sera intéressant à suivre ce qui est un renouvellement, parce qu'à l'ONU, du coup, Conseil de sécurité, il y a les Nations Unies, enfin, il y a les Américains qui peuvent mettre un veto, donc ça sera intéressant à suivre. Voilà. Ok. Je passe sur le Royaume-Uni. Royaume-Uni, information intéressante. On en revient à la géographie, on va aller du côté de la mer, la Manche, et la partie atlantique. Il y a différentes sources AFP et du Sunday Times qui ont affirmé que Londres avait découvert des capteurs russes autour de ses sous-marins nucléaires. Oh. Voilà. Et donc, en Et fait, des capteurs comment, genre? j'y viens, tu vas voir, c'est Ok. intéressant. Ouais. En fait, les eaux britanniques sont vraiment ciblées et surveillées parce qu'évidemment, sur le plateau continental, on peut déboucher sur l'océan Atlantique. Il y a beaucoup de champs gaziers, pétroliers et éoliens, offshore tout simplement. Et c'est évidemment les réseaux Internet, les nœuds de connexion qui passent sous l'Atlantique, Internet et des communications. Donc voilà, le couloir de la Manche et la mer du Nord, environ on estime qu'il y a 20% du trafic maritime mondial également, avec les ports comme Rotterdam, Anvers et Hambourg. Donc encore une fois, c'est un lieu extrêmement important. Et pour répondre à ta question de quels capteurs, en fait, c'est des capteurs qui ont été, le terme m'échappe, mais qui au gré du courant se sont déplacés et qui sont arrivés jusqu'aux côtes. Ok. Voilà, il n'y a pas plus d'informations que ça. Il y en a qui disent que c'est grâce à des navires d'oligarques russes que ces capteurs ont pu être posés. Je me souviens qu'il y a quelques années, peut-être il y a 1 an ou 2 ans, il y avait un beluga. Beluga, c'est l'animal blanc. Ah ouais. Peut-être que tu avais suivi cette histoire. Ça dit quelque chose?
Ça me dit quelque chose, mais suivi, je peux pas te dire ça. En gros, ce qui s'est passé, c'était marrant, c'est dans la mer Baltique. Je crois que c'était les forces armées finlandaises qui avaient trouvé un beluga, du coup l'animal, encore une fois, une sorte d'orque, attaché autour de lui des capteurs et des radars, parce que lui, il a une capacité de plongée importante, et du coup, qui lui pouvait scanner tous les passages de sous-marins nucléaires, SNLE, c'est les sous-marins de lanceurs d'engins. Il y a aussi les SNA, sous-marins d'attaque. Donc il y avait un captage grâce à un animal, enfin quelque chose à digne d'un film science-fiction. Ouais, grave. C'est dingue. Voilà. Donc intéressant à voir est-ce qu'il va y avoir plus de communication diplomatique ou autre. Mais le renseignement, en tout cas l'importance du renseignement militaire n'a jamais baissé et est encore bien accentuée. Et c'est sûr que c'est des capteurs russes? Ça a été Oui, avéré? ça a Ok. été confirmé, ouais, tout à fait. Je passe à un événement important sur lequel on pourra revenir puisqu'il est lié du coup au conflit israélo-palestinien. Je m'attarde sur la visite de Netanyahou en Hongrie et la rencontre Ah, avec ouais. Viktor Orban. Et, petit point juridique, en fait, la Hongrie avait ratifié le statut de la Cour pénale internationale, le statut de Rome, 98. Donc officiellement, la Hongrie devait arrêter et mettre au fer du coup le Premier ministre israélien, chose qu'elle n'a pas fait. Et elle a annoncé le 3 avril du coup que le gouvernement hongrois se retirait. Se retirait. Donc sachant que Netanyahou s'est vu euh, délivrer un mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale le 21 novembre 2024. Donc bon, encore une fois, le droit, le jeu de la puissance, on y revient. Et quel intérêt de Netanyahou de se rendre en Hongrie et peut-être déstabiliser l'Europe en se rendant chez un élément un peu perturbateur, non? C'est une bonne question. Netanyahou, en termes étatiques, il a pas d'affrontement et de raison de provoquer l'Europe, puisque les principales nations européennes soutiennent en tout cas l'existence de son pays et ont toujours valorisé Israël comme acteur important, Ouais. allié important, on va dire. Mais c'est vrai que sa visite s'inscrit dans un contexte, on va dire, russo-européen particulier, puisque Orban, comme tu l'as dit, est élément perturbateur. Ouais. Ok. On va graviter plus loin sur l'échelle de notre planète pour aller en Haïti, République dominicaine. On va voyager au gré de ta souris pour aller. En gros, c'est dans la mer des Caraïbes, un peu plus au sud. Haïti, tu vois Saint-Domingue. Tu vois Ouais. Saint-Domingue juste au-dessus. Alors attends, tac, attends, Le- Saint-Domingue Hop là, tu l'as passé dessus, juste à droite. à droite. Haïti, Là? tu vois Ah oui, République Haïti, dominicaine. tiens. Oh là là, j'étais sur la République dominicaine, all right. C'est une sacrée île. Ah, Haïti, du coup, sur la partie ouest et République dominicaine sur la partie est. Deux situations complètement opposées. Haïti a souffert d'un vraiment tragique séisme. Je crois que c'était en 2010. ouais. Conséquences désastreuses, des milliers de morts, une précarité infinie, une difficulté d'approvisionnement de l'aide humanitaire. Et Haïti, depuis quelques années, 2 ans, en proie vraiment à une criminalité organisée qui a complètement déstabilisé l'État, puisqu'il me semble que le Premier ministre ou le Président a été tué. Ouais, ouais, je crois que c'est ça, ouais. J'avais vu passer ça. C'est extrêmement complexe, c'est une situation vraiment dramatique pour un peuple. Je crois que c'est la première colonie française avec Toussaint Louverture à l'époque napoléonienne qui s'est décolonisée, qui a eu son indépendance, donc c'est quand même historiquement un lieu important. Et j'en parle parce que la République dominicaine annonce qu'elle va accélérer la construction de son mur frontalier. Mur frontalier, ça nous fait directement penser au Mexique et aux États-Unis. Ouais. Et je voulais mettre de l'importance sur cette situation parce que l'immigration illégale, l'aide humanitaire, c'est des choses dont on entend un peu moins parler parce qu'Haïti n'est pas au cœur des préoccupations et pourtant ça occupe vraiment une part importante dans cette région du monde. En tout cas, Mm. la diaspora haïtienne a toujours eu de l'importance, principalement sur les côtes américaines florides, puisque exode économique en termes de perspectives meilleures. Ok. Donc ça me tenait à cœur d'en parler parce que c'est un lieu qui est extrêmement important, encore une fois, en termes de géographie. Puisque tu vois que Porto Rico, tu vois qu'il y a toutes les îles des Caraïbes et il y a l'Amérique latine qui attend juste au sud. Donc en termes de liberté de circulation, c'est un nœud de transport important à avoir en tête. Ouais. N'hésitez pas, hein, je profite de cette petite mini-pause là. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, des réactions par rapport à ce que dit James, hein, on prendra le temps d'y répondre. Donc, n'hésitez pas, c'est aussi un format où on peut échanger, mieux comprendre le monde tous ensemble. Donc voilà.
N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes et on peut mieux comprendre tout ça ensemble. N'hésitez pas. Je te laisse reprendre. Yes. On va naviguer vers l'est et vers la Somalie et le Somaliland. Je te laisse nous faire voyager. Tac. Oh. Somalie, c'est juste en face du Yémen. Voilà, tu peux voir l'Érythrée. Voilà, c'est là. Hop. Ouais. Éthiopie, Somalie, Somaliland. Actualité importante, puisque j'avais mentionné la semaine dernière l'île de Diego Garcia, Ouais, tout à fait. indien. Et je voulais rajouter l'anecdote, c'est que c'est depuis cette base militaire que les États-Unis ont envahi l'Irak dans les années 2000 et 90. Donc c'était important, encore une fois, de le resituer. Le Somaliland, j'avais parlé d'indépendance et décolonisation pour Haïti. Somaliland est un cas extrêmement complexe, encore une fois. Pourquoi tu dis Somaliland? Comment? Pourquoi tu dis Somaliland? Parce qu'en fait, là, toi, tu vois la Somalie en tant qu'État entier, mais en fait, il y a un État qui a fait sécession qui s'appelle le Somaliland. Ok. Il est au sud, au nord? Il me semble qu'il est au nord. Ok, d'accord. Il est au nord, et la capitale, c'est Hargeisa. Oui, Hargeisa, tu vois, la deuxième. Hargeisa, Voilà. je l'ai, Hargeisa. Voilà, donc extrêmement complexe, et ça pourrait être intéressant de faire une illustration, vraiment un focus sur le droit international en termes d'indépendance, puisqu'à l'image de Diego Garcia, qui appartenait à l'archipel de l'île Maurice, Somaliland, Somalie, c'est passé beaucoup de choses. Donc le Somaliland, c'est une région de la Corne de l'Afrique, on y est, qui s'est déclarée indépendante en 91, suite à l'effondrement du gouvernement somalien, et qui a plongé le pays dans une guerre civile. Le Somaliland, il a un gouvernement, une armée, une monnaie, mais en fait, comme tu le vois sur la carte, il n'est pas reconnu, donc en fait, il n'apparaît pas. D'accord. Les Nations Unies, donc la reine par excellence du multilatéralisme mondial, ne considère pas le pays comme faisant partie de manière indépendante, c'est-à-dire qu'il fait partie de la Somalie. Voilà. D'accord, ok. Pourtant, il a son propre gouvernement, sa propre monnaie aussi, quoi. Tout à fait, 4 millions d'habitants environ. Ok. Et le gouvernement du Somaliland, il s'efforce d'obtenir une reconnaissance internationale avec le soutien des pays comme Taïwan. Intéressant de faire le lien qu'un pays Taïwan, on a le contexte avec la Chine qui a du mal à exister, reconnaissance internationale. Ah ouais. Somaliland vient chercher des alliés comme ça. Ok. Et bon, c'est pas du tout la même situation, mais c'est pour illustrer qu'il y a des conformités d'alliances qui se font. D'accord. Il y a Jay qui te demande si c'est une guerre d'ethnie. Bonne question. Effectivement, on est sur un levier culturel et ethnique, tout à fait. Ok. Et il faut le dire aussi, c'est qu'il y a des réserves énergétiques et de minerais dans cette région. Et évidemment, dès qu'il y a des opportunités économiques, financières, ça accentue le tout. Souvent orchestré, ou en tout cas influencé par des acteurs étrangers, il faut le dire aussi. Ouais, bah oui. La région se concentre également sur le développement de son économie et sur l'établissement de relations pacifiques avec les pays voisins, comme l'Éthiopie, qui est un pays enclavé, qui lui apporte son soutien au Somaliland pour avoir un accès à la mer Rouge. Parce que l'Éthiopie, qui ne dispose pas de cet accès, a notifié son intérêt dans l'approfondissement de cette relation pour utiliser son port en tant qu'emplacement stratégique. Pour la raison, lutter contre les groupes terroristes somaliens tels qu'Al-Shabaab, groupe somalien, pirates, encore une fois, qui ont déstabilisé pendant de nombreuses décennies le commerce international. Un peu moins que les Houthis actuellement, mais la piraterie est connue, piraterie somalienne. Ok. Et récemment, la Somalie a proposé aux États-Unis d'utiliser le port de Berbera, ce que le Somaliland n'a pas bien reçu, en estimant que ce n'était pas à la Somalie de le faire. Bah oui, c'est un port à eux, quoi. Ouais, et j'en parle aussi, ça va t'intéresser, parce qu'actuellement, il y a plusieurs satellites, que ce soit américains, européens et chinois, qui suivent l'implantation et le développement d'une base militaire turque en Somalie. Ok. Et en fait, il y a une zone de construction d'une base spatiale turque, dont l'emplacement exact a toujours été tenu secret par les autorités d'Ankara, donc turques. Mais c'est intéressant parce que du coup, on en revient au principe de géographie. Cette base spatiale serait proche de l'équateur et que la position de la Somalie, tournée vers l'océan Indien, est évidemment très favorable. Ok. Voilà. On reste en Afrique, Afrique subsaharienne. Moment important dans les relations entre la Russie et les pays du Sahel. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont rencontré le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, à Moscou. C'est la première visite officielle de cette union des États du Sahel en Russie. Ok.
les discussions se sont basées sur le renforcement des relations politiques, militaires, économiques. Il faut savoir que la Russie a déjà signé un accord de défense avec ces États du Sahel. À noter que j'avais mentionné la fin des opérations Barkhane de l'armée française au Sahel, et bah, comme par hasard, on voit que quand un acteur disparaît, un autre apparaît. Ouais, c'est clair. Au positionnement. À noter que Wagner, le groupe Wagner, la milice paramilitaire qui a changé de nom, qui est maintenant Africa Corps, à savoir. Ah, ok. Africa Corps? Africa Corps, tout à fait. Ok, d'accord. Parce que Et maintenant, ils vont intervenir que dans cette zone-là? Non, bien sûr qu'ils sont partout, mais dans le sens où maintenant, Wagner, on peut toujours utiliser Wagner, mais c'est Africa Corps, est directement rattaché au ministère de l'armée russe, c'est-à-dire de la défense russe. Ok. Et utilisé comme levier de pression sur les différents groupes militaires et sécurisation de zones complexes au Sahel. Voilà. Ok. Il y avait aussi, quand on parle de Wagner, en fait, il faut tout de suite comprendre l'intérêt de cette présence militaire, c'est pour sécuriser du coup des projets miniers et énergétiques. Parce qu'il y a des juntes au pouvoir au Mali, si je ne me trompe pas, qui ont du coup coupé. Enfin, il y a la junte militaire au Mali, tout simplement, qui a coupé ses relations avec la France. L'Alliance des États du Sahel, je l'ai mentionné, et qui du coup voit en la Russie, un nouveau partenaire qui délivre un message anticolonialiste, ou en tout cas néolibéral, à contrario des puissances européennes qui ont historiquement toujours représenté cette domination. Tu vois. Ouais. Et il y a Jay qui nous demande, et j'allais te la poser, officiellement, Wagner n'était pas reconnu, non, par les Russes? Bonne question. Encore une fois, là, on en arrive à toute la complexité de l'expansion russe à l'étranger. Wagner n'était pas reconnu, mais en fait, de notre capacité d'information, le regroupement, que ça soit, je vais essayer de le dire clairement, mais en fait, il y a beaucoup de personnages qui existent dans cette galaxie Wagner qui sont affiliés, qui ont des liens très précis avec certaines autorités russes. Et de plus en plus, le parallèle apparaît clairement, pour le dire. Mais maintenant, moi c'est ce que j'ai lu et ce sur quoi j'ai analysé. Évidemment, ça serait intéressant d'avoir vraiment une réponse précise à cette question. Mais Wagner, Africa Corps, dépend maintenant, depuis la mort de Prigogine, depuis le crash de son avion, dépend du ministère de l'armée russe. Le crash de son avion. Le crash, exactement. On reste en Afrique, toujours intéressant, la Russie, parce qu'on entend parler toujours Russie, influence. Mais en quoi elle représente, en quoi elle consiste? Je recommande une publication du centre d'analyse de la CCI France-Russie. La CCI, c'est la Chambre de commerce et d'industrie. Ok. Et particulièrement un article de Igor Delanoë, un chercheur très qualifié sur le sujet, qui parle de la diplomatie spirituelle de la Russie. Et une statistique très courte. Environ en 2019, enfin jusqu'à 2019, l'Église orthodoxe russe disposait de seulement 4 paroisses sur le continent africain. 4 paroisses. Attention, tout le continent. À l'heure actuelle, dans 32 pays, l'Église orthodoxe, évidemment, il y a des divisions des diocèses, pardon, c'est plus complexe, mais là, c'est pas la question. Environ 350 paroisses et plus de 250 prêtres à leur service. Ah ouais. On passe de 4 paroisses à 350 en l'espace de 5 ans, 6 ans. Ah ouais, d'accord. Évidemment que le vecteur religieux, il permet en outre à la Russie d'approfondir ses relations avec des acteurs africains, tout en assurant du coup, comme j'ai dit, une puissance, une posture différente, anticolonialiste. Mais le facteur religieux est utilisé du coup comme soft power. À noter que la Turquie aussi n'hésite pas à faire pareil avec l'islam sunnite. Et ce que je voulais dire, c'est que la Russie, on a une vision de la Russie très monolithique, comme si c'était une mouvance unitaire, mais la Russie utilise aussi le levier de l'islam dans les pays comme l'Égypte, la Libye, l'Algérie, puisqu'il y a une forte communauté religieuse musulmane en Russie. Je crois que c'est entre 10 et 15%. Voilà. Ah ouais, 15% de la population. On n'a pas conscience. En fait, encore une fois, on a une vision de la Russie très unie, mais en fait, c'est une mosaïque ethnique, mosaïque religieuse, et ça fait que des républiques connues comme le Tatarstan, Daghestan, la Tchétchénie, en fait, c'est vraiment musulman. C'est-à-dire que
C'est puissant là-bas. Le sentiment national, bon, il y a eu des guerres de Tchétchénie, on pourrait y revenir sur l'histoire de la Russie si un format s'y prête, mais la religion est vraiment brandie. Voilà. Ok. Petite info, j'avance un petit peu plus vite. Le fondateur et le dirigeant du forum de Davos a annoncé sa mise en retrait après 55 ans, il me semble, de direction. Il y aura un nouveau remplaçant qui sera qui sera annoncé, donc ce sera intéressant à suivre. Il y a Jay qui te pose une question. Tac, merci pour tes questions, Jay. Wagner est au Congo aussi, il me semble, mais pas pour la religion, non. Est-ce que tu as des infos là-dessus, James? Oui, tout à fait. Et là, le vecteur religieux, c'était un exemple pour montrer une forme de soft power différent, mais Wagner est dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, particulièrement le Congo. Et on va le voir, j'ai une petite partie sur le Nord Kivu, sur le conflit avec le M23 qui arrive dans quelques minutes, je vais vous en parler. Mais effectivement, okay. Wagner est très très présent, aussi au Moyen-Orient, en Ukraine, aussi en Asie du Sud, il y a eu certaines apparitions, mais évidemment que Wagner est présent. Et j'en profite pour dire, il y a eu 2 excellents reportages publiés sur Arte, en 2 épisodes, donc 2 heures en tout, sur justement la milice Wagner. Pour ceux que ça intéresse, c'est très intéressant. Arte, Wagner, retenez ça. De toute façon, le format, on vous le mettra en replay sur YouTube. On a pu, d'ailleurs, au passage, vous y retrouverez les formats de la semaine dernière avec l'actualité géopolitique et justement le point qu'on avait fait sur le conflit entre Russie et Ukraine. Donc, on publiera ça sous forme aussi de 2 vidéos, donc à la fois des actus pour la mise à jour, c'est ce qu'on est en train de faire là, et le Zoom qu'on va faire aujourd'hui sur la Chine. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à nous donner de la force sur YouTube ou sur Twitter, à liker le live, à le partager. Ça nous aide énormément, donc et on n'y pense pas forcément, ce que je peux totalement comprendre. Donc, si vous avez 30 secondes et un peu de force dans les doigts et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à appuyer sur le petit cœur ou le petit partage pour diffuser tout ça. Merci. Je te laisse reprendre, James. Désolé de l'interruption. Yes, pas de souci. Je voulais parler de l'Asie centrale, sujet important, parce qu'il y a eu le premier sommet conjoint entre l'Union européenne et l'Asie centrale la semaine dernière en Ouzbékistan. Et l'Union européenne a promis une aide, pas une aide, mais en tout cas un financement de 12 milliards d'euros pour renforcer sa position en Asie centrale. Et vous allez voir que, lié avec le petit focus sur la Chine, il y a de quoi faire et c'est toujours intéressant. Cool. Et ça, je fais référence à un article de Emma Collet sur le site Euractiv. Je sais qu'il peut-être qu'il y a certaines personnes qui s'intéressent à la géopolitique et qui ont des sources plus ou moins différentes, mais Euractiv permet de cibler la politique européenne, vraiment Union européenne. Donc pour ceux que ça intéresse, Euractiv, c'est toujours utile. Et c'est vraiment quotidien et il y a des focus sur différents plans. C'est quoi? C'est euractiv.com? Euractiv.com.fr, tout à fait, ouais. Donc c'est Euractiv avec un E à la fin. C'est EURACTIV. Ok, il n'y a pas de E à la fin. Ok, .com. Ok, je vous le drop en commentaire. Je sais pas pourquoi les commentaires s'affichent pas sur Twitter, mais sur YouTube et sur Twitch, vous les aurez. Yes. Rapide, je vais te laisser nous envoyer vers le Groenland. Allez. Un peu de froid quand on a du soleil. Ah, exactement. Groenland, je ne vous refais pas l'actualité. On voyage partout, on a beaucoup de visas. On a un passeport tamponné. Du coup, je voulais refaire un point sur les ambitions de Trump. Trump, tout simplement, besoin stratégique, minéraux critiques, l'intérêt croissant des puissances comme la Russie, la Chine ou les États-Unis s'explique par le rôle clé qui est cristallisé par le Groenland dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie électronique, des énergies renouvelables et de la défense. La Chine domine actuellement l'extraction et le raffinage des terres rares, cherche à sécuriser son influence sur l'île, du coup sur le Groenland, via des investissements miniers. On y reviendra. Voilà, c'était intéressant. Je voulais faire ce petit détour pour parler en fait qu'il n'y a pas que les États-Unis qui sont intéressés par le Groenland. Ok. Nous partons en direction de Taïwan désormais. Allez. Hop. Taïwan, ex-Formose, c'était le nom à l'époque britannique. Taïwan, tu le vois sur la carte. Récemment, la semaine dernière, puisqu'on est dans les actualités, la Chine a mené des exercices militaires
pour simuler, je cite, un blocus de l'île et de s'entraîner à des frappes de précision. L'armée chinoise a annoncé le 1er avril 2025 le lancement d'exercices militaires autour de Taïwan, qui a mobilisé des forces terrestres, navales et aériennes, justement pour ce blocus. Manœuvre de dissuasion, manœuvre du coup pour impressionner le gouvernement taïwanais, chose qui n'a pas du tout plu aux émissaires américains dans le Pacifique. Je crois que c'était au Japon, il y a un haut responsable américain qui s'est exprimé, qui n'a pas du tout apprécié, qui a rappelé l'indépendance et la nécessité de respecter les accords en cours. Et je voulais faire un focus parce que moi, je me place d'un point de vue extérieur, on va dire juste lecteur, comme si j'écoutais le live. J'aimerais comprendre en quoi Taïwan est important, au-delà juste d'une question peut-être nationale et de puissance d'un pays unifié, puisque la Chine considère que Taïwan lui appartient et que du coup, tant que ce n'est pas fait, la Chine ne pourrait pas être réunifiée. Les semi-conducteurs, non? Semi-conducteurs, effectivement, mais je rajoute un élément, encore une fois en termes de géographie, le détroit de Taïwan, qui borde, je crois que c'est la ville de Kinmen et de Matsu, c'est la face ouest, du coup, enfin nord-ouest de Taïwan. En fait, on est entre la mer de Chine méridionale et la mer de Chine orientale. Et si on se décale légèrement vers l'océan Pacifique, c'est-à-dire une fois qu'on a passé Taïwan, dans le régime juridique du droit international des espaces, donc de la mer, il y a les eaux territoriales, les zones contiguës. Mais ce qui est important, c'est que le plateau continental permet d'avoir un débouché sur l'océan Pacifique beaucoup plus accessible pour les sous-marins, et particulièrement les sous-marins qui ont une capacité nucléaire. Parce que lorsqu'on navigue dans des détroits ou dans des zones contiguës où la superficie géographique ne permet pas de se diluer dans les eaux internationales, en fait, on est très vite reconnaissable et il peut y avoir une traçabilité de ton appareil militaire. Et donc, imaginons que la marine chinoise puisse disposer de son embouchure sur la côte vraiment pacifique depuis Taïwan, la dilution des sous-marins nucléaires pourrait vraiment être accentuée et jouer un rôle déterminant dans la projection rapide. Ah, projection rapide, ouais, parce que sinon ils peuvent passer par d'autres endroits pour Tout à accéder. fait, tout à fait, mais c'est dans le sens vraiment Taïwan en termes géographiques représente une capacité militaire conséquente. Ok, ouais, je vois. Important aussi sur l'Asie centrale, j'y reviens, un article du média Novastan, 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 spécialisé sur l'Asie centrale, article de Nina Perry, qui illustre que la guerre en Ukraine s'invite au Kazakhstan. Donc les inquiétudes autour des drones et du pipeline CPC. En fait, depuis février 2025, le Kazakhstan fait face à des incidents liés à la guerre en Ukraine, parce qu'il y a des drones qui s'y écrasent sur son territoire. C'est dans l'ouest du pays. Ça a soulevé des préoccupations sur la sécurité aérienne du pays. Il y a un drone notamment de type Orlan 10, potentiellement russe, c'est pas encore définitivement acté, mais qui a été retrouvé dans un village et dans d'autres districts. Encore une fois, les autorités peinent à identifier la provenance exacte de ces drones. Il y a des experts qui suggèrent qu'ils pourraient être liés à des opérations militaires ukrainiennes éventuellement aussi, ou russes. Bon. J'en parle parce que le Kazakhstan, exportateur d'hydrocarbures et partenaire majeur justement pour l'Union européenne, la Chine et la Russie, qui a un pipeline, le Caspian, je veux dire en anglais Caspian Pipeline Consortium, CPC, qui est essentiel pour l'exportation du pétrole. Et il a été ciblé par ces drones aussi. Donc là, ces attaques elles ont entraîné une réduction de près de 30% du volume de transport du pétrole kazakh. Okay. Important à noter, encore une fois, parce que là, on voit qu'un conflit à une échelle territoriale donnée peut avoir des conséquences sur un pays qui, à première vue, n'est pas lié. Ouais. En termes de neutralité diplomatique et les tensions, le Kazakhstan il tente de maintenir une position d'équilibriste, neutre, tout en engageant des discussions avec l'Ukraine, évidemment très liées à la Russie. Le vice-ministre des Affaires étrangères ukrainien a confirmé que l'Ukraine était consciente de la situation des drones et qu'il y avait un impact sur le commerce d'hydrocarbures. Il y a aussi, j'en parle. Si le drone était ukrainien ou pas, quoi. Justement, ouais, c'est tout l'enjeu, encore une fois, de l'identification, puisqu'il y a des drones très artisanaux qui sont de production vraiment locale et qui déstabilisent tout. Mais là, je pense que pour aller toucher le pipeline au Kazakhstan, il faut avoir des drones dernier cri, encore une fois, donc on est sur de la technologie de pointe. Est-ce qu'il y a des bluffs là-dessus, genre, je dis n'importe quoi, mais tu sais, ils vont acheter des drones américains pour faire croire que c'est les US, enfin, je dis, c'est un exemple à la con, hein.
Mais est-ce que, pareil pour les capteurs, je me disais, mais pourquoi ils achètent pas, ils se débrouillent pas pour avoir des capteurs qui viennent d'autres pays pour brouiller les pistes et tout? C'est une question sûrement bête, hein. Non, non, c'est pas une question bête parce que là, tu touches au cœur même de ce qu'est le travail des renseignements et de l'intelligence militaire. C'est que tu as, les faits, tu as une enquête qui est menée, mais à quel point est-ce que maintenant la psychologie inversée s'implique? Parce que quand on avait parlé du gazoduc Nord Stream, on se rend compte éventuellement que c'est les Ukrainiens qui l'auraient fait sauter, mais en fait, c'est pour handicaper la Russie dans son commerce. Donc, il faut tout prendre avec des pincettes. Mais Ouais. c'est vrai que sur l'identification des armes et ce qui concerne précisément les armes type drone et technologies de pointe, je pense qu'il y a vraiment un travail de recherche, de minutie. Il doit y avoir des... le mot m'échappe, mais tu sais, comme une arme est marquée, elle a une sorte Ah, de numéro de série, un truc comme ça? il doit y avoir certains composants qui peuvent être retracés. On peut avoir Ok, l'existence précise de ces composants. d'accord. Sachant, par exemple, qu'en matière d'armement petit et moyen calibre, je sais qu'il y a une identification très précise, très minutieuse qui est menée par les services de renseignement français et européens, coopération Interpol-Europol, sur toutes les armes qui gravitent dans les Balkans. Et sur le conflit post-Yougoslavie, il y a vraiment une identification précise et on arrive à avoir la traçabilité. Voilà. D'accord. Ok. Euh, je voulais aussi parler des pays baltes qui sont en première ligne sur la politique européenne face à la Russie et vice-versa. Il y a quelques semaines, c'était courant février, les pays baltes ont annoncé vouloir se retirer de la Convention de 1997 d'Ottawa, qui proscrit l'utilisation de mines antipersonnelles. Le président finlandais Alexander Stubb avait annoncé ce mouvement, en tout cas cette volonté de se retirer, en réponse aux menaces russes. Et là, récemment, c'était le 5 avril, le ministre des Affaires étrangères norvégien, Espen Barth, a mis en garde sur ce type d'action qui va à l'encontre des réglementations sécuritaires, vraiment sécuritaires, que les pays européens et baltes ont longtemps contribué à maintenir. Euh, tac. Donc, ils voudraient pouvoir utiliser des mines, quoi. Mines antipersonnelles qui sont proscrites depuis Ah 1997 ouais. sur la frontière. Encore une fois, Estonie, Lettonie, Lituanie, même la Pologne en a parlé, la Finlande. Puisqu'il soit que la Finlande a vraiment toute une partie, la Carélie, et même la partie nord, tout au nord, toute septentrionale, qui est frontalière avec la Russie. Ouais. Et en 2015, il y avait tout un exercice euh, de pression migratoire orchestré par la Russie, avec l'utilisation de migrants de Somalie, Oula. d'Irak, mis en place par la Russie réellement, pour Ah ouais. mettre à contribution les gardes nationaux, vraiment de la frontière la plus au nord possible de la Finlande, pour faire pression de manière migratoire. Voilà. Donc Ok. la Russie a toujours eu des vecteurs de pression différents, jusqu'à aller venir chercher des migrants de Somalie et d'Irak. Putain, pauvre gars. Ouais. Parlons des pays baltes, j'y reste. Je vous conseille aussi. Alors attendez, tac, je m'y perds avec mes feuilles. Pas de souci, prends ton temps. On a le temps, c'est pas le marché crypto qui va repartir, hein. C'est la revue, c'est alors la revue Intelligence en ligne qui mentionne une startup implantée à Tallinn, la startup C2Grid, qui est extrêmement utile actuellement en Ukraine sur la gestion des données géospatiales. Parce qu'en fait, cette startup a mis en place un outil de visualisation du champ de bataille sous forme de jumeaux numériques. Pour ceux qui ne savent pas, le jumeau numérique consiste, c'est la représentation réelle, mais sous format 3D. C'est-à-dire que tu as une capacité de recréer quelque chose à partir du réel, mais sous format numérique. Ok. Tu me dis si je me trompe, peut-être que tu as une explication. Non, non, j'avais pas d'autre définition, donc Ok, et tout ça, en fait, ça permet d'affiner la visualisation des renseignements collectés par les flottes ouais, de bien sûr. drones aériens et terrestres. Donc on voit qu'il y a vraiment une coopération technologique des pays baltes et même européens, puisque maintenant on est dans une démarche conjointe des nations européennes pour aider l'Ukraine. Hmm. Euh,
On est à 37 minutes. Peut-être que je vais commencer doucement à passer à la deuxième partie. Je voulais aussi mentionner que le renseignement britannique a récemment été gratifié d'une nouvelle hausse budgétaire de plus 7%. C'est à noter. Ok. Que les industries militaires françaises, Naval Group, MDBA, CMN, Exail, sont de plus en plus représentées et en discussion avec les partenaires du Golfe, comme Abu Dhabi, par exemple. Important à le dire, dans la projection, encore une fois, dans l'ambition d'avoir une architecture sécuritaire et militaire conjointe. La France a un rôle moteur, il faut le dire. Et pour rebondir sur ce que disait Jay, il me semble, sur le Congo, il y a un conflit qui est en cours justement dans la région du Nord Kivu. Conflit ethnique, conflit qui remonte aux années 90 et même bien avant, en République démocratique du Congo et les rebelles du M23, qui sont engagés dans des pourparlers de paix, ça a été annoncé. Bon, c'est très fragile encore, il me semble, mais ces pourparlers ont lieu où? Ces pourparlers se tiennent au Qatar. Encore une fois, on voit que le Qatar, c'est là, à l'instar de l'Arabie Saoudite, où les Américains sont rejoints avec la Russie et l'Ukraine, le Qatar, diplomatie liée au Hamas et israélienne, le Qatar prend les choses en main pour la République démocratique du Congo. Et on parlait des terres rares, évidemment qu'il y a un enjeu économique dans cette zone. Donc les pourparlers de paix ont été repris et cette reprise intervient après plusieurs jours de troubles dans l'est du pays, enfin plusieurs semaines, plusieurs mois. Et le premier cycle de négociation qui s'est déroulé fin mars a été qualifié de positif. À la suite de cet accord, les rebelles se sont retirés de Walikale, c'est une ville minière importante. Le prochain cycle de négociation, il doit être prévu à Doha, toujours dans les prochaines semaines, toujours sur la médiation du Qatar. Donc ce conflit dans la région, il est complexe, il découle de questions historiques qui ont commencé avec le génocide rwandais de 1994 et de la lutte pour les riches ressources minérales de la RDC, telles que le cobalt et le lithium. Petit aparté sur la M23, c'est un groupe rebelle dirigé par des Tutsis. C'est l'une des forces les plus puissantes de la région depuis sa formation en 2012. Précisément le 6 mai 2012, les membres du groupe ont créé ce mouvement le 23 mars, donc le M23. C'est une référence à l'accord du 23 mars 2009. Donc le groupe a été créé en 2012, mais c'est en référence à l'accord du 23 mars 2009 dont il dénonce l'impasse qui avait été fait qui avait été signé par les autorités de la RDC. Pourquoi est-ce que ce conflit prend une proportion régionale et même au-delà de la RDC? C'est parce que le Rwanda a été accusé de soutenir le M23, bien qu'il ait démenti ces informations. Et les troupes actuelles ont également attiré les pays voisins, puisque l'Ouganda et le Burundi sont directement concernés sur des questions économiques et militaires. Donc des troupes ont été envoyées. C'est les Tutsis qui sont au pouvoir au Rwanda. Question, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais pas répondre, mais c'est à vérifier. Attends, je peux le googler tout de suite. Je dis ça, oui, je crois. Bref, j'ai pas vérifié, pardon. Le gros, il y a eu un génocide justement des Hutus par les Tutsis dans les années 90 au Rwanda, qui a été. Tout à fait, oui, c'est vrai. Je suis passé un peu vite, mais évidemment que le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est quelque chose qui a traumatisé au-delà du continent africain, mais occidental, parce que c'était très terrible. Ouais. Et on a bien fermé les yeux. Oui, c'est la région des Grands Lacs africains. C'est intéressant que tu poses cette question, parce que là, je sors de la tête de mes fiches et je pense au conflit israélo-palestinien. Le but, encore une fois, là, c'est pas de l'aborder de front, mais sur la solution à deux États, donc Palestine et Israël. J'avais vu passer un expert qui mentionnait la gestion au Rwanda des communautés Tutsi et Hutu. Ouais. Il semble qu'il y a un conseil national, ou en tout cas un organe juridique qui a une influence très importante à l'échelle nationale, qui est composé de ces communautés et de femmes qui placent sur un pied d'égalité toutes les ambitions ethniques, religieuses et vraiment culturelles des différentes populations qui habitent. Et là, encore une fois, c'est dit en quelques lignes, c'est pas assez approfondi, mais je trouvais ça intéressant d'utiliser certains conflits passés, certaines modes de résolution pour peut-être trouver des réponses actuelles. Voilà. Et c'est les Hutus qui avaient génocidé les Tutsis. C'est ça, je mélange. Oui, ok, d'accord. Tout à fait. Un grand nombre de morts, de déplacés.
Oh, c'était un truc de malade. de personnes. Franchement, allez lire dessus parce que c'est une date en 94 et c'est un Ouais. moment historique très important. Ouais, 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 très clairement. Je rebondis sur le Qatar. Ouais. Qatar Gate en Israël, scandale qui secoue la politique israélienne. En fait, les principaux collaborateurs du Premier ministre Netanyahou, je nomme Jonathan Urik et Eli Feldstein, sont accusés d'avoir reçu des paiements du Qatar pour redorer l'image de l'État du Golfe, notamment en tant que médiateur dans le conflit entre Israël et le Hamas. Voilà. Mais en fait, il s'agit quelque part d'une contradiction, puisque le Qatar est considéré comme le principal financeur, en tout cas avec l'Iran, mais financeur de l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël. Dans Ok. le sens où le Qatar a vraiment souvent revendiqué un soutien à une résolution du conflit, mais a abrité souvent les dirigeants du Hamas. Ouais, c'est souvent ça, un peu une double approche officielle Voilà. versus officieuse, quoi. Double standard, encore une fois. Oui, tout à fait. L'enquête a conclu à une mauvaise conduite et un possible espionnage. Les deux collaborateurs sont soupçonnés d'avoir divulgué des informations classifiées. Encore une fois, c'est un scandale qui secoue. Netanyahou ne veut pas trop en faire parler, mais ça agite quand même la communauté israélienne. Et ça pose des questions sur le biais d'influence, la guerre d'information, le lobby du Qatar et des pays du Golfe. Et je fais lien avec le Qatar Gate au Parlement européen. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas suivi, c'était en 2021. Je cite le site Toute l'Europe. Toute l'Europe, c'est une plateforme en ligne qui répertorie les actualités et des notions juridiques relatives à l'Union européenne. Mais en gros, rapidement, les services de renseignement belges, ils enquêtaient sur des soupçons de corruption au sein du Parlement européen de la part d'agents marocains. Et en fait, en creusant, qu'est-ce qu'ils découvrent? C'est que le Qatar est impliqué. Plusieurs élus et des personnes de leur entourage respectif sont accusés d'avoir reçu de l'argent des deux pays pour orienter certaines décisions européennes en faveur du Qatar et du Maroc. Et le 9 décembre 2022, c'est là l'anecdote, franchement, c'est dur de l'inventer, mais elle est réelle. L'eurodéputé grec, alors vice-président du Parlement européen, Eva Kaili, elle est interpellée à son domicile de Bruxelles avec 150 000 euros, cachés en petites coupures dans des bagages à main et sacs de voyage. Et son père, qu'elle l'a elle-même averti quelques instants plus tôt, est intercepté avec près de 500 000 euros alors qu'il tente de prendre la fuite. Oh Voilà. putain. Et en tout, c'est près de 1,5 million d'euros qui sont saisis ce jour-là par la police fédérale belge à l'occasion de plusieurs dizaines de perquisitions. Ah, donc l'ingérence est réelle, quoi. Voilà.